Ludovic, on était ensemble hier dans l'équipe du soir. On avait commencé à parler de ce qui s'est passé à Marseille. D'ailleurs, on vous remercie parce que vous avez été très nombreux et nombreuses à regarder hier l'équipe du soir. C'est quand même inquiétant. En première journée, ce que nous rapportent Loïc et Anthony, c'est une situation qui est extrêmement tendue. Oui, c'est assez surprenant. On connaît déjà le contexte volcanique que l'on apprécie d'ailleurs. Mais que le volcan rentre en éruption comme ça, dès le départ, sur le premier faux pas, le premier couac, ça paraît surprenant, d'autant que les signaux étaient inverses. Avec la diffusion de cette série qu'on a tous appréciée pendant l'été. Sur les coulisses de Marseille. Sur les coulisses de Marseille. Le côté inside qui était vraiment très sympa à regarder. On commençait à s'identifier un petit peu à cette équipe, on découvrait des personnages. Et tu te dis, mais en fait, avec la victoire d'Aston Villa, tu te dis, cet OM est prêt. Ceci dit, avec le recul, c'était déjà extrêmement tendu face à Aston Villa. Mais c'est vrai que maintenant, on remet en perspective. Oui, mais tu gagnes. Bien sûr, le match était très bon. Tu bats cette équipe, tu es plutôt bon. Et la faute de qui, Ludo? La faute de qui? Qui c'est qui les met dans cet état, les joueurs? Vous pensez que c'est de Zerbi, Loïc? On a commencé à en parler. C'est un volcan, donc comment c'est pas comme ça? On a commencé à en parler un peu hier. C'est comme un drame permanent. Et c'est un club qui perd quand même assez régulièrement. Si la défaite est un drame absolu quand vous êtes le Real Madrid, c'est pas très grave, parce que vous perdez une fois tous les 3 mois. Mais Marseille perd plus que ça. Et même l'année dernière, ils ont pas mal perdu le Real. L'année dernière, on a bien vu que voilà, chaque défaite, c'était très compliqué. Et que même en fin de saison, on a frôlé des situations qui étaient déjà extrêmement tendues. La réception de Toulouse en fin de saison, il fallait vraiment que l'OM gagne. Moi, ce qui me gêne, l'OM a gagné, donc on n'a pas perdu. Mais Anthony, ce qu'on a vu à Rennes, là, ce qui me gêne vraiment, et ce qui nous est rapporté de votre part, je sais que vous avez des bonnes infos. Merci de valider. Non, mais c'est surtout que moi, après ce match-là, pour moi, ça a été la faillite des cadres, ce match contre Rennes. Voilà, vous parlez des cadres sur le terrain. Vous ne parlez pas des responsables. Et que les cadres se permettent de faire la morale à certains. Sur ce match-là... Parce qu'on ne parle pas de Rouly, par exemple. Rouly était fou après le match. Mais Rouly, légitime. Il était fou, le match, lui, il le sort. Balerdi ne fait pas un bon match. Rabiot ne fait pas un grand match. Dans l'état d'esprit non plus. On les a très peu vus. Hojbjerg, on ne l'a pas vu. Tu vois, sur les cadres, moi, je veux bien que tu, à un moment donné... Tu étais dans l'émulation, mais tu ne vas pas les pointer Jonathan Rowe, qui a fait certes un match catastrophique, mais les autres, peu importe la légitimité qu'ils ont de carrière, sur ce match-là, ils ne peuvent pas en dire plus, quoi. Anthony, vous vouliez ajouter quelque chose? Un point intéressant de la sanction, c'est que c'est 2 joueurs au statut très différent. Par exemple, Jonathan Rowe, on sait que le club a envie de le transférer parce que c'est une valeur marchande et que l'OM a besoin de vendre des joueurs et de vendre des joueurs chers pour pouvoir aussi financer la suite de ce mercato, parce qu'il y a des besoins. Donc Jonathan Rowe, son départ d'ici la fin du mois d'août, il était écrit. Donc finalement, qu'il y ait cette altercation-là et qu'il y ait un problème avec lui, c'est pas vraiment un problème. Rabiot, c'est totalement autre chose. Rabiot, c'est votre symbole, c'est votre cadre, et donc le mettre à l'écart, c'est quand même pas du tout le même message et la même image que mettre à l'écart Jonathan Rowe, dont on sait que si tout se passe comme prévu, en septembre, il sera plus là et qu'il est là pour boucher les trous. Ça veut aussi dire à quel point l'incident a été grave pour qu'on se prive et qu'on mette à l'écart un joueur comme Adrien Rabiot, c'est que c'était pas anodin. Chose, je pense, Giovanni, parce que là, on a dit qu'on ne connaît pas encore la date de retour. J'imagine bien qu'il ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et que non, mais c'est quand même une mise à l'écart de ton joueur avec Mason Greenwood, ton joueur cadre. Je vais me servir de... ce week-end. Oui. Non, ça sert à rien. Je suis pas sûr de ça. On rappelle qu'il joue le PFC ce week-end au Stade Vélodrome. Je vais me servir de l'argument de Loïc Tanzi, qui a plutôt bien commencé son émission. Il a parlé de Roberto De Zerbi. Mais c'est vrai qu'il a été assez épargné, Roberto De Zerbi, parce que ses choix... Personnellement, je trouve qu'ils n'ont pas été bons, les choix de départ. On en a parlé. Non, mais globalement, c'est les joueurs qui prennent, mauvais. Siani, c'est vrai que la tension, et l'année dernière, même en début de championnat, il y a cette sortie après le match face à Auxerre, si c'est moi le problème, je m'en vais. Quand on connaît le climat à Marseille, c'est peut-être pas très fut-fut d'agir comme ça et de remettre du feu, quoi. C'est comme le disait Ludo, c'est un peu ce qui fait l'OM aussi, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont perpétuellement sur un fil, qu'il faut qu'il y ait ce contexte explosif. Une fois qu'on a dit ça, on peut se dire aussi que ça leur ferait un petit peu de bien d'avoir un petit peu de calme. Surtout que c'était le discours un peu de Mehdi Benatia et Pablo Longoria. Est-ce qu'ils ne se mettent pas eux-mêmes la pression en disant dès le début de saison, on veut concurrencer le PSG, il faut qu'on ait des résultats, il faut qu'on soit bon. Et du coup, effectivement, la première défaite, c'est compliqué parce que tu vois que ton objectif ne va pas être si simple que ça. Je pense effectivement que c'est bien que Deserbi ait du caractère, qu'il ait envie, qu'il soit volcanique, mais il doit aussi amener un peu de sérénité dans son équipe parce qu'il ne va pas tenir comme ça super longtemps. Enfin, à un moment, effectivement, ça ne peut qu'exploser. Pour vous, David, quand on a un coach comme ça, alors encore une fois, c'est pas
caractère, parce que pour entraîner Marseille, il faut du caractère, mais quand on met constamment les joueurs sous pression, avec le côté dramatique de la défaite qu'évoquait Anthony Clément, il y a un côté contre-productif, vous pensez ? Il y a un côté contre-productif à long terme. C'est sûr que ça ne peut pas durer. On sait très bien que sur la durée, des coachs comme ça, ils ont du mal quand même à tenir leurs joueurs. Là, il y a eu quand même 6 nouveaux joueurs qui sont arrivés à Marseille, donc il y a peut-être un petit peu des gens qui prennent leur marque. Moi, je pense que, et on l'a vu d'ailleurs dans le documentaire, ces moments de tension, ils ont existé. Ils ont existé au cours de la saison dernière, et ça ne les a pas empêchés de les terminer. Vous avez plutôt bien géré, oui. Il a bien géré. Donc, Anthony n'a pas l'air d'accord. Mais dites-nous alors, Anthony. Non, mais quand on se rappelle, par exemple, de la suite de la défaite à Reims. Enfin, ils avaient bien géré, mais la tension avait déjà été maximale. On est passé quand même par des moments très difficiles. Donc ça s'est bien fini. Oui, ils ont eu leurs objectifs. Je peux vous dire qu'en fin de saison, au club, et de plusieurs sources au club, elle a été jugée quand même extrêmement éprouvante. Enfin, on sort de ces saisons-là assez et la saison d'avant, nous et en fait, mais au niveau du ressenti et de la tension, ils ont eu une saison de club qui a des problèmes. Alors que c'est une équipe qui a fait une super saison, ils ont fini deuxième. Ouais. C'est ça dans le ressenti aussi. Il y a les résultats, il y a le ressenti. Je peux vous dire que, voilà, au quotidien, c'est quand même un club qui est difficile. Mais c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est que c'est un club qui a besoin quand même d'un certain équilibre. Parce qu'on a vu parfois certains coachs à l'OM qui, au contraire, manquaient un petit peu de ce côté sanguin qui colle à l'identité de la ville. Et qu'à contrario, si ça va trop loin, ben voilà, ça donne des situations comme ça qui sont difficiles à gérer. Donc, et je pense que ça remonte même plus loin, puisqu'il y a ce discours de Mehdi Benassia et de Pablo Longoria depuis des mois maintenant sur l'exigence, qu'il ne faut rien lâcher, etc., qui donne ce genre de situation. Parce qu'en fait, ça arrive vers le bas, ça arrive jusqu'au leader, et on sent que le moindre petit incident comme ça tourne au psychodrame. Mais Loïc, ce qui est un peu difficile, je trouve, pour Marseille, c'est que, et là, pour une fois, ça s'était vérifié. Pablo Longoria, il y a maintenant 1 an et demi, nous avait dit on part sur un cycle de 3 ans avec une hiérarchie très claire. Longoria, Benatia, De Zerbi. Le recrutement avait été plutôt intelligent. Ils ont gardé leur colonne vertébrale. Là, pourquoi se mettre un CSC comme ça et autant de... C'est assez incroyable, en fait, parce que tout était parfait et il n'y a qu'une défaite. Je veux dire, c'est pas grave en soi. Bah, c'est ce qu'on disait. Je pense que le problème est plus profond. C'est qu'il y avait un... Mais selon vous, il vient d'où, ce problème ? Pour moi, je pense que c'est des joueurs qui ne doivent pas être totalement satisfaits de ce qui se passe ou de ce qu'ils ont vu sur le début de saison. Pas satisfaits de ce qui se passe à l'entraînement, parce que tu ne peux pas te dégoupiller après une défaite s'il n'y a rien avant. C'est-à-dire que si Rabiot reprocherait un Rove avant, durant les séances ou durant son implication sur certains matchs... C'est un mal qui est un peu plus latent, vous pensez ? Après, ils étaient tombés de haut aussi. Enfin, je pense qu'ils sont déçus aussi beaucoup vendredi parce qu'ils s'attendaient à la chose. La défaite, elle n'est pas à cause de lui, par exemple. Et le scénario du match aussi, à mon avis, il y a une énorme frustration d'être à 10 contre 11, tu touches 2 poteaux, au bout d'un moment, tu as l'impression que tous les éléments sont contre toi. Il y a 2 anciens Marseillais qui sont très bons, que tu as transférés dans l'équipe d'en face. Il y a vraiment tous les éléments contre toi et je pense que tu as une énorme frustration. C'est une saison quand même... tu fais une bonne prépa, tu arrives lancé, tu te dis cette saison-là, on doit être très bon, on doit aller concurrencer encore une fois le PSG, et tu commences par une défaite. Je pense qu'il y a plein d'éléments comme ça qui font que tu as une telle pression que tu dégoupilles tout de suite. Évidemment, quand tu es Adrien Rabiot, moi je l'adore Adrien, mais Rabiot, c'est pas la première fois. La saison dernière, il a fait quelques coups de gueule aussi. La pression, je pense pas que ce soit la pression qui l'ait fait dégoupiller. Il a eu la pression de l'équipe de France. Il a connu des très gros matchs avec la l'année dernière. Il déjà ses coéquipiers devant les caméras. Après, il a un rôle nouveau. Pas tous en même temps. C'est pas la pression. C'est la pression, mais je veux dire, c'est quelque chose qui relève de son leadership aussi. Oui, mais Rabiot, il a un rôle nouveau quand même au sein de l'OM. En tout cas, un statut nouveau. C'est-à-dire qu'il arrive là avec ce statut de cadre, de personne qui est censée encadrer un petit peu le monde, tirer tout le monde vers le haut. C'est comme ça qu'il a été vendu. Là où tu parlais de l'équipe de France ou de d'autres clubs dans lesquels il est passé, où il était un petit peu au milieu d'autres stars. L'équipe de France, c'est un cadre aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais je parle par le passé. Quand je pense que le contexte, là, il est aussi plus pesant pour Jonathan Roux. Parce que Jonathan Roux, il est dans une situation compliquée où le club ne veut plus de lui, enfin veut le vendre. Là, il joue. En plus, voilà, on lui fait des reproches alors qu'il avait fait plutôt une bonne préparation jusque-là. Je pense que pour lui, le contexte peut plus peser que pour les autres. Il y a quelque chose aussi qu'évoquait Nabil Djellit. Il disait, c'est vrai que chaque saison, il y a du côté de l'OM toujours cette excitation avec le mercato, des nouveaux joueurs qui arrivent, les ambitions, se rapprocher encore plus du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il n'y a pas le côté on tombe de très haut tout de suite, Ludo ? Parce qu'avant la rencontre, les supporters étaient très confiants, il y avait des attentes. Moi, ce que j'ai compris de la saison dernière et de la saison qui arrive, c'est que l'OM veut surtout se pérenniser en tant que client répétitif en Ligue des Champions. C'est surtout ça qui fait le sel de la saison de l'OM maintenant. On a bien vu qu'avec l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a un gouffre abyssal quand... Oui, mais ça revient quand même dans les discours. Quand on entend ce qui s'est dit en conférence de presse d'avant-saison... Alors c'est qu'ils sont à côté de la plaque. C'est normal, c'est l'OM. C'est l'OM, au bout d'un moment. Il faut être aussi... Si tu mets une pression que tu n'es pas capable d'assumer par rapport au PSG... Juste, pour vous, Ludo, c'est impensable qu'ils puissent concurrencer un peu Paris.
disons que peut-être ils avaient l'espoir qu'en tout cas sur le début de championnat de Paris et le leur, Paris, on l'a vu hier, allait mettre des équipes, où il va y avoir de la rotation, et l'OM aurait peut-être pu gratter un petit peu de points sur le Paris Saint-Germain sur le début de saison. C'est-à-dire sur les 5-6 premiers matchs. On s'affrontait en 5e journée. Peut-être que l'objectif de l'Olympique de Marseille, c'est de dire on prend peut-être 5-6 points d'avance sur Paris en attendant qu'ils mettent le moteur en route. Or, première journée, Paris, on a vu hier, ils ont quand même fait tourner dans les grandes largeurs, plus que ça d'ailleurs, et ils ont déjà 3 points d'avance. Oui. Donc ils doivent pas regarder le Paris Saint-Germain. Anthony, vous qui suivez l'Olympique de Marseille pour le journal L'Équipe, les ambitions, c'est quoi? C'est vraiment de titiller le PSG? Ça, c'est de la com, ou l'objectif réel, c'est de se pérenniser à la seconde place? Ah oui, le plus important pour la construction du club et du développement, c'est toucher la Ligue des Champions. Et justement, profiter aussi du fait que les rivaux sont quand même en piteux état. Que ce soit Lyon, même on voit Lille qui a des difficultés financières. Pour Monaco, ça va se tendre, on en parlera dans le mercato, mais ils peuvent perdre Zakaria. Et une aubaine à prendre à l'ombre du PSG. Mais je pense que sérieusement, c'est difficile de dire qu'une saison réussie, c'est gagner le titre face au PSG. Une saison réussie, ça sera se qualifier en Ligue des Champions, confirmer ce qui a été fait l'année dernière avec la 2e place, et pas être ridicule en Ligue des Champions. Parce que la grande différence avec la saison dernière, c'est que cette saison, vous n'avez pas un match par semaine. Vous avez 2 matchs par semaine avec la Coupe d'Europe. La pression, elle revient tous les 3 jours. Je ne crois pas que l'ambition, ce soit vraiment de jouer le titre. En tout cas, je pense que j'ai plus compris qu'ils avaient envie de réduire l'écart. Pas de finir à 20 points du Paris Saint-Germain. Mais après, c'est le contexte. Et c'est plutôt logique. Tu ne peux pas avoir comme ambition de finir 3e ou de finir à 20 points du Paris Saint-Germain. Tu dois avoir mieux que ça avec l'équipe que tu as. Et donc, je pense que le match contre Rennes, quand même, ça montre quand même des limites de cette équipe et qu'elle n'est pas encore tout à fait prête, malgré ce qu'on a pu penser de la phase de préparation. Alors justement, puisqu'on parle de l'état de l'équipe, je vois Jérémy qui est en train de prendre des notes. Il n'est pas en train de finir le mercato de Marseille, mais est-ce qu'on peut avoir un petit tableau du mercato en cours, des pistes peut-être pour Marseille, puis on fera valider par le maître mercato Loïc Tanzi, bien évidemment. Oui, il y a plusieurs joueurs qui sont pistés par l'OM côté arrivée. On pense notamment à Benasser. On reparle de Benasser. Il pense à le faire revenir, lui qui est sous contrat avec Milan jusqu'en 2027. Zegrova, il fait toujours partie des joueurs qu'on entend du côté de l'OM. Il intéresse aussi la Juventus. On l'a entendu aujourd'hui du côté des médias italiens. Et puis autre joueur pisté, visiblement, ce serait Joël Ordonez, défenseur central du club Bruges. Et puis si on va côté départ, on peut se poser la question donc de l'avenir de Jonathan Rowe, qui a une vraie valeur marchande et donc qui a été écarté du groupe. Le vrai du faux là-dedans, Loïc? Alors Benasser, je ne sais pas, mais je sais qu'au début du mercato, ce n'était pas du tout l'ambition du club. Zegrova, oui, ça discute encore avec lui, parce qu'il n'y a toujours pas d'accord contractuel avec le Lillois, avant de penser à discuter déjà avec Lille. Et Ordonez, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont dessus, ils ne veulent pas dépenser trop d'argent non plus. Ils aimeraient bien l'avoir entre 25 et 30 bonus compris. Le problème, c'est que pour l'instant, Bruges demande beaucoup d'argent. Donc lui veut venir, mais ça c'est toujours pas fait. C'est très bien d'avoir un défenseur quand même central, parce que là, honnêtement, Balerdi, comme tu le disais, il a beau gueuler, ça va pas. Mais moi, Balerdi, je trouve il y a Medina qui n'était pas là à Rennes. Oui, heureusement, mais... Enfin, franchement, on nous vend depuis 2 saisons comme Beckenbauer. Franchement, moi, je vois pas le Balerdi. Pour moi, il a encore. Ça reste le capitaine de l'Olympique de Marseille. Il a dégoupillé à Rennes sur la fin. Mais ça, c'est pas du match là. Balerdi qui dégoupille avec le brassard. Mais ça, c'est pas normal. Blas, il rentre. La première chose que fait Balerdi, c'est d'aller le voir et de l'insulter sur le terrain. Mais ça, ça arrive très régulièrement. Et même dans des matchs pas tendus. Par rapport à cet effectif de l'Olympique de Marseille, c'est ce qu'on a dit aussi, Loïc parlait du cas de Zerbi. Pour vous, David, le mercato, on l'a dit, c'est un mercato d'ajustement pour l'Olympique de Marseille parce qu'il y avait un objectif de stabilité. Remettre en cause le statut de Balerdi, pour vous, c'est impossible, c'est impensable ? Ça me paraît quand même difficile de par ce qu'on dise de lui au sein du club depuis, et même publiquement, depuis plusieurs mois, le fait là de lui avoir donné le brassard. Après, j'entends tes réserves, parce que c'est vrai que c'est un joueur, il n'a pas la régularité qu'on attend de lui pour un joueur de ce statut-là. Parfois, effectivement, par moment, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose, mais au bout d'un moment, maintenant, ça fait plusieurs saisons qu'il est à l'OM, et il ne répond pas du tout aux attentes, que ce soit en termes de leadership, effectivement, et puis encore plus en termes de régularité. Ouais. Anthony, sur les pistes de l'Olympique de Marseille, avant qu'il y ait cette défaite, ils étaient conscients qu'il y avait des carences pour la Champions League, c'était ça le maître mot? Des carences tout court, moi je dirais. Parce que par exemple, voilà, vous avez vendu Quentin Marlin, vous ne l'avez pas remplacé encore. Et c'est Ulysse Garcia qui fait la réparation, qui la joue pas. Pour moi, il y a un problème aussi de latéral. Même si Medina peut Ulysse Garcia avait fait une bonne préparation. Murillo, il jouait quel poste? Murillo, on ne sait même pas à quel poste il jouait. C'était incompréhensible de Murillo. Non, il y a aussi même l'utilisation de Kondogbia. C'est quand même très étonnant vendredi. Enfin, vous utilisez Kondogbia en défense, alors que vous avez expliqué
à la fin de saison dernière que c'était fini et que maintenant les mecs jouent à leur poste. Et là finalement première journée vous bricolez alors qu'il n'y a pas forcément de quoi, mais évidemment que c'est un effectif, et ça les dirigeants ne le nient pas, qui a encore besoin d'être manié. Et c'est là où on en revient le problème aussi de la mise en scène du mercato marseillais. C'est sûr que vous créez des attentes qui sont parfois difficiles à assumer. Aubameyang, quand vous le faites venir devant une foule, ça reste Aubameyang qui est revenu un an après avoir pris part à la pire saison marseillaise. Non, mais après, c'est un super joueur. Non, mais je veux dire, ça crée aussi une ambiance et une attente. Une émulation. Parfois, ne sont pas faciles à assumer. Même si, évidemment, que c'est un très bon joueur. Je vous écoute depuis tout à l'heure. On parle de la tension, on parle des choix. Et loin de moi l'idée de vouloir focaliser sur lui, Ludo. Mais Roberto De Zerbi, il y a un moment aussi, on en attend énormément parce que c'est un coach qui est arrivé avec une grosse réputation, un style de jeu. L'an passé, on a tous fait le même constat face au bloc bas, ils n'y arrivent pas. Est-ce que vous pensez qu'il peut être un peu tensé ? Est-ce qu'il doit changer certaines choses pour s'adapter un peu plus à Marseille ? Je suis assez surpris du changement comme ça, alors que sur la période de préparation, il avait trouvé une certaine forme de stabilité, et notamment sur le match d'Aston Villa, qui, même si tout n'a pas été parfait, tu vas gagner quand même contre une équipe anglaise. Donc très bonne équipe anglaise. Très bonne équipe anglaise. Et tu as ton ossature pour le début de ton championnat, en tout cas. Après, quand Medina revient, tu composes peut-être différemment. Mais Ulysse Garcia, qui est utilisé à ce poste, Murillo, qui est à droite, et Riley, qui est peut-être plus à l'aise, lui, on l'a vu en tant qu'axial. Il a d'ailleurs pas été trop mal, Egan Riley. Je pense qu'il a surpris son monde et ses propres joueurs en allant chercher cette compo-là. Moi, vous connaissez ma réflexion sur le poste de neuf. Je trouve que Guiri est un joueur formidable. Pour moi, ce n'est pas suffisant au très très haut niveau pour être tout seul devant. Guiri peut être soit 9,5, soit 10. Mais 9, tout seul dans le système, là, comme on l'imagine, je ne peux pas, moi, le consentir. Pour moi, il faut quelqu'un qui est... D'ailleurs, il y a manqué de centre, il y a manqué de variété dans le jeu marseillais, parce qu'à part la frappe de Rabiot qui te crée une occasion, sur le reste... Bah si, jeu de tête. Murillo qui est dans la surface. C'est Greenwood qui part du côté, qui rentre, qui frappe. Donc tu n'as pas de profil, parce que Aubame, la profondeur, il ne la prend plus comme avant. Guiri, il ne la prend quasiment jamais, parce qu'il aime bien venir au ballon. Donc tu n'as ni le profil profondeur, tu n'as ni le profil aérien. Et tu vois Lille, ils ont des très bons ailiers. Giroud, on peut en dire ce qu'on veut. On en parlera tout à l'heure de Giroud. Quand tu l'as dimanche, pour les ailiers, c'est quand même une source de satisfaction, d'appui, de sérénité pour l'équipe, faire monter le bloc. Et je trouve que sur ce poste de numéro 9, moi, l'OM se plante. Loïc, je vous voyais abonder quand on énumérait les problèmes liés à Roberto De Zerbi. Est-ce que vous pensez que la question peut se poser sur De Zerbi cette saison ? Cette saison ? Oui, non, mais là c'est beaucoup trop tôt. Non, ça serait insensé. Non, parce qu'on sait qu'on est parti sur un projet de 3 ans. C'est pour ça que je pose la question. Est-ce qu'à un moment, si le climat est... Parce que pour moi, c'était clair et net, il fera les 3 ans, il n'y aura aucun débat. Est-ce que pour vous, cette saison, il peut se passer quelque chose ? Déjà, je pense qu'il est assez fou pour partir lui-même. Oui. Si vraiment il y a un problème. Je ne sais même pas si c'est de la folie d'ailleurs, mais il est capable de partir lui-même. Et puis oui, je pense que les dirigeants ne lui feront pas de cadeau. S'ils estiment qu'il ne fait plus l'affaire et qu'il est trop dur ou que les joueurs ne suivent plus, moi, je pense qu'ils le feront partir sans problème. Je ne suis pas sûr vraiment qu'ils se disent si on est 5e à 15 points du PSG en mois d'octobre, on le garde. Ouais. La question s'était déjà posée la saison dernière. Enfin, on dirait que ce n'était pas un long fleuve tranquille. Quand même, en fin de saison, il faut quand même qu'il y ait l'entrevue à Miami, aux États-Unis, bien sûr, c'est vrai, avec les dirigeants pour aplanir toute la question. Et l'année dernière, il était difficile de voir une conférence de presse où De Zerbi ne parlait pas de son avenir. Alors, souvent pour dire qu'il allait rester, mais quand vous n'arrêtez pas de dire que vous restez, en fait, vous créez un sujet, parce que ce n'est pas forcément la réalité. Donc, évidemment que ce n'est pas écrit que De Zerbi restera à l'OM. Non, mais je pose cette question parce que je trouvais la posture des dirigeants marseillais plutôt bonne, en disant on a une hiérarchie qui est très claire, on part sur un projet de 3 ans, on le voit, et pas tout ramener au Paris Saint-Germain, mais les débuts de Luis Enrique... Loïc, vous suivez Paris, il a été critiqué, on a laissé le temps, le choix des joueurs pour imposer quelque chose, et je trouve que c'était le schéma... Il a fait demi-finale des champions étant critiqué. Hein. Mais d'accord, c'est pas les mêmes moyens non plus. Oui, mais bon, demi-finale des champions, si Marseille fait un 8e, on sera content. Hein. Oui. Donc, mais si à leur niveau, ça ça pas pas ses mal. objectifs,
Si l'OM finit pas en Ligue des Champions, que ça se passe mal au Havre les 2 dernières journées, De Zerbi, il n'est pas là cette année. Bon. Et pour moi, le point crucial là-dessus, c'est le vestiaire. C'est ce que le vestiaire, combien de temps le vestiaire peut tenir avec un management comme ça, ce que j'évoquais tout à l'heure. Pour moi, c'est le point sur lequel les dirigeants marseillais vont prendre régulièrement la température auprès des cadres. Comment est-ce que vous sentez ? C'est vrai que pour les cadres, mais c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de management difficile à tenir sur le long terme. C'est que tu ne peux pas tenir un vestiaire comme ça pendant 3 ans. Mais après, c'est pas que De Zerbi, c'est aussi Benatia et Longoria. Enfin, je pense que c'est un trio et c'est eux aussi qui l'ont choisi, qui l'ont mis là. Et je pense qu'ils connaissaient son caractère. Ce serait bizarre de le lâcher parce que, en fait, son caractère vous. Alors, à un moment, tu es rattrapé aussi par la réalité. Plus les résultats que le fait que ce soit De Zerbi. Enfin, moi, je pense que le juge de paix, ce sera ses résultats et effectivement sa capacité à atteindre ses objectifs. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à faire du fait que ce soit un mec volcanique. Oui, mais ça vient avec. Par exemple, tu vois, là, tu n'as pas les résultats, du coup, ton vestiaire quand tu as un management. L'année dernière avec les arbitres, et c'était Longoria et c'était Benatia. Et donc, c'était aussi les dirigeants qui ont enlevé beaucoup de sérénité, je trouve, à cette équipe qui n'avait pas besoin de ça. Donc, pour moi, le problème, c'est pas que De Zerbi, c'est aussi la manière dont se comportaient les dirigeants marseillais. Bon, Anthony, je suppose que tout au long de la semaine, dans le journal de l'équipe, il y aura à suivre le feuilleton de ce qui se passe. Demain déjà. Mais oui, bien sûr. On a un quotidien, vous savez. Mais... Merci, Anthony. Non, mais je voulais tirer sur la semaine, sur quoi. Le site même. Voilà, dès ce soir. Voilà, c'est ça que je voulais, Anthony. 360 degrés. Donc bref, supporters marseillais, ne quittez pas l'application l'équipe.fr et demain achetez le journal pour tout savoir de ce qui se passe dans votre équipe.